bon, ce drame a quand même pu se produire. Ce que dit en fait la maman de Elias, si on partage vraiment cette peine, c'est qu'il y a une France qui joue le jeu et qui est sans histoire, sans problème, qui vit sa vie tranquillement, qui va au sport, qui fait tout, qui respecte les règles, et puis qui se fait agresser, tuer, harceler par une France qui, elle, ne joue pas le jeu, qui est la France des barbares. Et face à cette évolution de la société, une barbarisation de notre pays, parce que vous avez un ensauvagement d'une partie de la jeunesse, parce que pendant trop longtemps, les responsables politiques, les responsables publics ont fait en gros preuve d'angélisme à l'égard des mineurs, considérant qu'un mineur ne pouvait pas être violent, vous avez du coup des jeunes qui tombent les uns après les autres. On a eu Louise, on a eu Elias, mais on se dit vraiment à un moment donné, on a eu aussi Thomas. Quand est-ce que cette chose-là va arrêter ? Quand est-ce que les pouvoirs publics vont prendre la mesure de cette chose-là ? Il y a cette augmentation du nombre d'homicides, 17% d'homicides depuis 2017, quand même, il faut le dire, et deux, cette barbarisation de la société. Quand est-ce que les pouvoirs publics vont pouvoir enfin faire de la prévention, enfin justement prendre à bras le corps avec des mesures qui soient beaucoup plus dures pour enrayer à la source, à la racine, la problématique en mettant enfin un État qui se fasse respecter aujourd'hui des forts, parce qu'aujourd'hui l'État est faible avec les forts et fort contre les faibles. Et c'est ça, je pense, que veut dire la maman d'Elias. Et je trouve que c'est vraiment triste le jour de la fête des mères où une maman et tant d'autres mamans vont pleurer leurs enfants parce que l'État, il faut le dire, a été trop laxiste et n'a pas su les protéger. On sait aussi, Olivier, de plus en plus sauvage, et on a l'impression que les faits de société s'enchaînent et que nos politiques sont un peu lents à réagir et qu'ils ont mis un peu de temps avant de se dire qu'il y avait peut-être vraiment un problème cette fois. Ce qui est vraiment paradoxal sur ces sujets de délinquance juvénile, c'est qu'on dit souvent que le droit doit s'adapter aux évolutions de la société. Par exemple, on dit la société est de plus en plus progressiste, notamment sur certaines questions LGBT, etc. Donc il faut ouvrir de nouveaux droits pour de nouvelles personnes. Pourquoi les gens qui disent cela, que la société doit s'adapter, que le droit doit s'adapter à la société, ne disent pas cela pour lorsque la société devient de plus en plus violente, eh bien il faut changer le droit. Eh bien moi je suis désolé, dès lors que les mineurs ne sont plus ceux qu'ils étaient aujourd'hui, aujourd'hui les mineurs ne sont plus ceux qu'ils étaient en 1945, alors il faut changer le droit parce qu'aujourd'hui le droit est inadapté. Et le problème c'est que quand vous avez, et je rejoins ce qu'a dit Naïma, c'est-à-dire que quand vous avez des gens qui ne posent pas le bon diagnostic parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a un tabou, parce qu'il y a du politiquement correct, alors vous ne pourrez jamais apporter les bonnes solutions. Et c'est pour ça que depuis des années, vous parliez de moyens. Mais sur la question de la lutte contre la réponse pénale, la réponse judiciaire, etc., si on prend des chiffres de comparaison, en 1981, la France dépensait plus de 10% de son PIB pour toutes les dépenses dites régaliennes. Ministère de l'Intérieur, de la Défense et de la Justice. Aujourd'hui, c'est moins de 5%. Pourquoi ? Parce qu'on a désarmé l'État régalien au profit de l'État social, puisque dans le même temps, on a doublé le nombre de dépenses sociales. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, et c'est ça le vrai problème de notre pays, c'est qu'on a une culture de l'excuse qui se base sur le social. On dit les gens et les jeunes sont délinquants parce qu'ils sont issus de conditions modestes, parce qu'ils sont issus de milieux modestes. Donc il faut les aider, donc il faut leur donner plus d'argent. Je pense que ce logiciel-là économique a coulé le pays et a coulé justement et a expliqué de certaines façons l'ensauvagement d'une partie de la jeunesse. Et on va terminer avec Mathieu, pour rebondir sur ce que dit Olivier, c'est pire que ça, c'est qu'en fait Manuel Bompard reprend la même terminologie, le même discours que le président turc islamiste Recep Tayyip Erdogan quand il avait qualifié Emmanuel Macron d'islamophobe et de complotiste à la suite du discours sur les séparatismes en 2020-2021. Et il faut s'interroger quand même sur ce type de politique et de responsables politiques français qui à chaque fois prennent le parti de l'étranger. Et surtout, c'est que la clientèle électorale, parce que c'est comme ça qu'ils parlent en interne à la France insoumise, qui est de cibler, donc on le sait, les électorats des quartiers populaires et l'électorat musulman, c'est de faire mettre dans la tête des gens que, par exemple, la laïcité est un instrument islamophobe. Et le problème, c'est que ça touche de plus en plus de jeunes. Je prends un sondage du IFOP pour le Figaro de 2019 qui avait fait grand bruit. C'était que plus de 50% des jeunes en 2019 musulmans, donc les moins de 25 ans, les 18-25 ans, considèrent que la laïcité est islamophobe. Quand vous avez autant de jeunes comme cela qui pensent cela, qui se disent en rupture avec le modèle républicain, comment vous pouvez faire du vivre ensemble ? Comment vous pouvez créer justement, on va dire, une meilleure harmonie entre les gens. Et je pense que c'est ça le problème, c'est qu'en fait, la France insoumise souffle sur les braises en jouant avec la notion d'islamophobie pour créer une sécession au sein de la société française. Et je pense qu'il faut dénoncer les élus de la République qui le font. Dernier mot, Mickaël Sherman. Je dirais qu'il y a deux commentaires à faire sur les débats parlementaires. Il y a effectivement celui que vous faites, c'est-à-dire qu'on voit que comme on est sur un sujet qui relève de l'intime et qui est d'une question plutôt transpartisane, qu'on a une liberté de consigne, de vote, donc pour les téléspectateurs, sur le fait qu'un groupe politique à l'Assemblée nationale ne donne pas de consigne de vote sur un texte pour justement faire en sorte que chacun puisse faire prévaloir sa clause de conscience d'une certaine façon. Sur un sujet comme ça paraît logique, donc ça permet d'apaiser les débats. En revanche, il y a quand même un autre sujet qui a été soulevé sur les questions des débats parlementaires, c'est le nombre
nombre très minime finalement de députés qui ont discuté et voté ce texte. Parce qu'en fait, quand vous avez 130 députés sur 577 qui se débattent et votent un texte aussi important... L'aide active à mourir, c'est 75 voix qui sont pour et contre 41. On ne fait pas le plein, ça clairement. Fait encore même moins. Oui. Donc, voilà. Sur cet article-là, oui. Sur cet article-là. Donc quand on voyait un sujet qui touche autant les gens, qui touche autant l'intime de ce qu'on a tous en tant que citoyens et tous en tant qu'êtres humains, le fait que la représentation nationale ne puisse pas s'exprimer dans son entièreté me paraît être un très mauvais signal envoyé pour ceux qui vont ensuite après défendre la loi. Naïma M. Fadel disait le Rassemblement national qui les défendait beaucoup. Finalement, cette loi ne leur va pas. Quant aux écologistes et à la France insoumise qui n'a de cesse de dire qu'il faut plus d'écologie, eh bien, ils ne veulent pas non plus du texte. Oui, alors en fait, la crise agricole, d'une certaine façon, elle a traduit une perte de crédibilité de la parole publique. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez l'ensemble des camps politiques, beaucoup de gens ont des choses à se reprocher sur les questions agricoles. Là, effectivement, vous avez cité le Rassemblement national, Reconquête ou les Républicains ont été les partis de droite, parce que les agriculteurs votent plutôt à droite, qui se sont fait les chantres en gros, qui ont récupéré la mobilisation de la colère agricole, et c'est légitime. En revanche, il y a aussi d'un autre côté le camp des macronistes, parce que le camp des macronistes également a dit on soutient la crise agricole avec Gabriel Attal, on s'en souvient, mais quand on regarde concrètement, si on prend les aides, donc les subventions supplémentaires qui avaient été accordées par le gouvernement Attal en février dernier, c'est 575 € rapportés par agriculteur, c'est moins de 50% du revenu d'un agriculteur qui est déjà très faible, donc c'est quand même assez faible à l'année, j'entends bien évidemment. Donc on se dit, mais les annonces qui ont été faites, tonitruantes de Gabriel Attal, n'ont pas eu lieu. D'autre part, en plus, les macronistes sont aussi quand même du côté du camp libéral, pro-Union européenne, libre-échangiste, etc., qui font le Green Deal et tous les accords de libre-échange qui nuisent aussi également aux agriculteurs. Donc les macronistes ont également une perte de crédibilité sur la parole politique lors de la réponse à la crise agricole. Et puis, dernier point, évidemment, les partis de gauche. Les partis de gauche ont massacré le modèle agricole français. Le socialisme a surenchéri de manière extravagante les charges sur les exploitants agricoles, et les écologistes, n'en parlons pas, ils ont inventé toutes les normes les plus délirantes possibles, ils ont soutenu toutes les normes les plus délirantes possibles au niveau national comme au niveau européen, qui pénalisent les agriculteurs. Et on se retrouve avec une crise agricole où les agriculteurs disent, par exemple, et les Français sont d'accord avec eux, que ceux qui soutiennent davantage l'écologie sont plutôt les agriculteurs que les écologistes eux-mêmes. Oui, évidemment. Et justement, là, on a parlé du fond, c'est important, mais sur la forme, Annie Genevard dit ceci. Sur les 3500 amendements, 70% proviennent de deux groupes, la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts.